Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire que la CCI Martinique met à votre disposition. Ces webinaires qui ont été mis en place dans le cadre de la crise du Covid-19 afin d'aider et d'essayer d'informer au mieux les entreprises qui sont impactées par cette crise sanitaire inédite. Pour cet après-midi, nous avons un webinaire spécial dédié aux entreprises du BTP avec comme objectif cet après-midi de les aider, de les informer à préparer cette reprise d'activité. Alors, peut-être avant de commencer, juste quelques mots. Vous le savez, la CCI Martinique est à votre côté, à vos côtés, pour vous permettre de vous informer à travers différents dispositifs. D'abord, à travers ce numéro vert, je crois qu'un bon nombre d'entreprises ont déjà composé ce numéro. C'est un numéro vert qui est à votre disposition pour vous permettre de répondre à toutes vos questions, aussi bien sur les mesures de déconfinement que sur les problématiques de trésorerie que vous pouvez rencontrer. Et puis, vous avez aussi un réseau de conseillers, plus d'une vingtaine de conseillers qui sont à votre disposition, qui ont d'ailleurs pris le temps de contacter les entreprises, de vous contacter pour vous permettre un petit peu de prendre le pouls. Et là encore, ce réseau de conseillers est à votre disposition pour répondre à vos questions. Ils mettront à votre disposition leur expertise pour tâcher au mieux de vous accompagner. Et puis enfin, vous avez un relais d'information à travers le site internet de la Chambre, les réseaux sociaux, mais également les webinaires comme celui-ci. Donc, n'hésitez pas, ce sont des sources d'informations qui sont, encore une fois, à votre disposition. Juste avant de rentrer directement dans le vif du sujet, quelques règles pour ceux qui ont déjà participé à nos webinaires, vous les connaissez déjà. Pour ceux qui arrivent, il faut couper vos micros et vos caméras pour nous permettre d'avoir un bon confort d'utilisation de ce webinaire. C'est aussi plus agréable pour nos intervenants. Donc, on vous demande de couper vos micros et vos caméras quand vous rentrez dans le webinaire. Deuxième chose, même si on coupe votre micro, vous avez quand même la possibilité de poser des questions, notamment à travers le fil de discussion qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, je serai votre relais auprès de nos intervenants experts de ce soir pour répondre à vos questions. Enfin, vous avez la possibilité également de poser vos questions durant tout le webinaire, mais aussi au-delà du webinaire. Nous laisserons le fil de discussion ouvert pendant une quinzaine de minutes pour vous permettre de répondre à vos questions. Et toutes les questions auront une réponse. Nous prendrons le temps de traiter chacune des questions et de mettre en ligne un FAQ, une foire aux questions, pour vous permettre de répondre à vos questions. Et dernier point, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire, tout comme les précédents, sur la chaîne YouTube de la CCI Martinique. Alors, pour notre sujet de ce soir, c'est vrai que les entreprises ont été dans une très grande difficulté, notamment les entreprises du BTP, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui était déjà en difficulté. La crise sanitaire actuelle a encore mis à mal ce secteur déjà dans une situation difficile. Donc, c'est vrai que beaucoup de questions se posent. Comment faire? Comment finalement appréhender ce déconfinement? Comment protéger mes salariés? C'est toutes les questions que nous tâcherons de voir ce soir à travers notamment deux points principaux. Premier point sur la partie sanitaire, comment finalement nous allons mettre en œuvre ces recommandations, comment vous allez pouvoir mettre en œuvre ces recommandations au sein de vos entreprises. Et puis, un deuxième point sur le droit social et sur comment finalement être au mieux au niveau du droit social par rapport à vos salariés. Juste peut-être un petit point de précision. Donc, ce soir, ce webinaire est dédié aux entreprises du BTP, maçonnerie, menuiserie, ingénierie du BTP, gros œuvres, seconde œuvre, rénovation, assainissement, enfin, toutes les entreprises du secteur du BTP sont concernées par le webinaire de ce soir. Alors, pour entrer dans notre premier temps, comment mettre en œuvre ces recommandations liées au Covid-19 ? Je crois que le premier point, c'est ce fameux protocole national de déconfinement qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Vous avez sur cette slide le lien pour pouvoir retrouver le protocole entier national de déconfinement. Mais d'ores et déjà, sur cette slide, vous retrouvez les points principaux à respecter pour ce protocole national de déconfinement. Donc, première chose, les mesures barrières et la nécessité de respecter la distanciation physique, donc de respecter la distance des 1 mètre. Je crois qu'on y reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Les recommandations en termes de jauge par espace ouvert. La gestion des flux et des personnes, c'est un point qui est notamment très important dans le secteur du BTP.
Le protocole aussi évoque les équipements de protection individuelle. Je crois qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, les masques, qui sont notamment très importants, les gants pour pouvoir protéger au mieux les salariés. Les tests de dépistage, donc ce protocole en dit un petit peu plus et je vous invite à le consulter. Et enfin, les 3 derniers points, le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique, la prise de température et le nettoyage et la désinfection des locaux. Voilà, donc ça, c'est le protocole national, c'est un résumé des différents points. Vous pouvez le retrouver sur le site du gouvernement. Je crois qu'il est également sur le site internet de la CCI Martinique. Pour l'entreprise du BTP, l'enjeu, il est triple et on tâchera de le voir avec nos intervenantes ce soir. Le premier point, c'est d'assurer la sécurité des salariés à travers, effectivement, je viens de le dire, la mise en place des gestes barrières et d'assurer que ces gestes barrières soient respectés et surtout de mettre en place une organisation pour notamment assurer l'information au sein de son entreprise de la mise en place de ces gestes barrières. Ça passe aussi, cet enjeu, sur la communication externe, sur le fait de rassurer ses clients, mais aussi, enfin, l'ensemble des parties prenantes, les clients, mais aussi les autres entreprises qui interagissent avec nous. Je crois que c'est très fortement le cas pour les entreprises du BTP. Et là encore, il s'agit d'informer et de rassurer l'ensemble des parties prenantes sur la reprise d'activité et sur les modalités de mise en œuvre des relations clients. C'est aussi important pour les entreprises du BTP qui travaillent chez les particuliers, qui doivent s'assurer de mettre en place ces mesures barrières pour rassurer le client particulier sur le fait qu'en tant qu'entreprise du BTP, j'ai mis en place des mesures barrières et j'assure ma sécurité, la sécurité de mes salariés et la sécurité de mes clients. Et tout ça dans l'optique d'assurer la pérennité de l'entreprise, qui est un enjeu très fort pour l'entreprise. Pour continuer, je vais passer la parole à Madame Lise sur l'organisation que doit mettre en place l'entreprise par rapport aux activités du BTP. Isabelle, je te laisse la parole. Ton micro est coupé, je crois. Oui, ça y est, c'est bon. Merci. Super. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Isabelle Lise. Je m'occupe du pôle environnement développement durable de la CCI, pôle qui s'attaque aussi aux questions de risques, qu'il s'agisse de risques naturels ou technologiques, raison pour laquelle je travaille beaucoup ces temps-ci sur tout ce qui est mesures sanitaires. Donc, vous avez compris, on va parler mesures sanitaires dans le BTP. Et donc, la première étape pour s'organiser dans le cadre des activités BTP, c'est l'étape de préparation. Donc, on entend par préparation 3 choses. Tout d'abord, l'état des lieux. Donc, si tu peux faire défiler les slides, Jessica. Oui, excuse-moi. Donc, à quoi va servir l'état des lieux? L'état des lieux va permettre d'une part de faire en fait le constat des équipements qui sont disponibles, du personnel qui peut en fait qui pourra travailler, mais aussi quelles conditions de chantier vous allez rencontrer, dans quels espaces vous allez travailler, chez le particulier ou avec ou pour un maître d'ouvrage avec des co-traitants ou des sous-traitants, quelles vont être les contraintes. Et donc, quelle partie prenante prendre en compte et quelle organisation mettre en place avec ces parties prenantes. Le but de la préparation étant d'arriver à un consensus autour en fait de tout ce qui est organisation des équipements, organisation des conditions de travail sur le chantier. Et donc, tout ce qui est mise en œuvre, le nombre de personnes qui sera sur le chantier, les roulements et tous ces aspects logistiques. Ensuite, la deuxième étape va être de formaliser. Une fois qu'on est arrivé à un consensus, en fait, il faut formaliser, valider tous ensemble le protocole d'intervention et créer ou mettre à jour la documentation nécessaire. Donc, on entend par documentation les conditions générales de vente d'intervention, le plan de prévention, la mise à jour du document unique. Vraiment, il y a un socle de documentation à créer ou consolider afin de formaliser et il faut surtout s'assurer que tout le monde ait ces documents. Donc,
transmission par mail, éventuellement signature électronique, accusé de réception, toutes les conditions pour être sûr que tout le monde ait le même niveau d'information. La troisième étape de l'organisation va être la mise en œuvre. Et donc, on est vraiment dans la pratique là. Donc, les équipements, organiser la gestion, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la distribution des équipements. Ensuite, vraiment mettre en place des protocoles d'entretien des équipements, donc protocole de nettoyage, désinfection si nécessaire, individualisation des équipements, puisqu'il est recommandé que chaque personnel ait son propre équipement et que, en fait, afin de limiter en fait la contamination. Organiser les déplacements, donc les déplacements non personnels, puisqu'il faut idéalement que les personnels voyagent seuls. Et puis ensuite, pareil, organiser la désinfection des éventuels engins et véhicules. Et puis, bien entendu, il y a un volet formation, communication fort. Donc, Jessica en a déjà un peu parlé, mais c'est vraiment 2 points cruciaux. Donc, j'ai fait un petit focus sur la slide d'après. Donc, la formation doit aborder les gestes barrières. Donc, comment, par exemple, on doit se laver les mains, comment on doit appliquer tout ce qui est port du masque, par exemple, port des gants. La formation doit aborder également des gestes plus techniques, par exemple, comment se déshabiller, comment s'habiller, se déshabiller, dans quel ordre en fait on met par exemple les vêtements de protection, et, le gant, les masques, sachant en fait que toutes les mesures prises pour la protection du coronavirus sont des mesures complémentaires avec les mesures de protection qui sont déjà bien sûr en place dans le BTP. Le coronavirus doit simplement être une contrainte supplémentaire. Tous les gestes habituels doivent bien sûr continuer. Ensuite, il est très important de communiquer les autres consignes, comme par exemple les roulements, les horaires de chacun, la distanciation sociale, bien entendu, les conditions pour une prise de poste, et puis tout ce qui est matérialisation, donc afficher, ne pas hésiter à mettre de la signalétique et à vraiment mettre des signes distinctifs sur, par exemple, les objets qu'il faut nettoyer s'ils sont en commun, ou les gestes qui sont interdits. Voilà. Ensuite, le dernier point de l'organisation, en fait l'avant-dernier plutôt, ça va être tout ce qui est contrôle. Donc, contrôler les accès, contrôler la circulation, s'assurer que les sens de circulation et les conditions d'accès au chantier sont connus et respectés, respecter les règles qui ont été décidées, et puis surveiller l'éventuelle apparition de symptômes. Donc là encore, la communication va être primordiale puisqu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre les salariés, les maîtres d'ouvrage et les directeurs pour qu'à tout moment, en fait, on puisse prendre les mesures nécessaires si un cas était déclaré. Et donc, dans cette organisation, il est important de savoir qu'il y a des outils qui ont déjà été publiés. Donc, c'est la slide d'après. Un outil très opérationnel créé par l'OPP-BTB, qui est une vraie boîte à outils. Dans cette boîte à outils, on trouve les questionnaires pour les salariés, les affiches pour le lavage des mains, le processus en fait, d'organisation à suivre pour être sûr d'avoir vérifié tous les points. On a également des fiches métiers ministérielles qui sont en ligne sur le site du ministère du Travail. Donc, les fiches métiers font des focus plus particuliers, hein, comme par exemple je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite en tête, mais les fiches métiers sont très variées. Et puis, donc, la CCI Martinique a également créé des fiches plus généralistes qui redonnent les règles générales à appliquer. Ensuite, un outil extrêmement fondamental dans cette gestion de la reprise d'activité, c'est le document unique. Donc, je l'ai déjà dit, il doit obligatoirement être mis à jour par l'entreprise et il doit vraiment servir de fil conducteur pour la mise en place de toute l'organisation. Et donc, du coup, c'est ce que M. Deris va développer. C'est ce que M. Deris va aborder maintenant. Merci beaucoup, Madame Lise, donc de la CCI Martinique. Tu as retracé un petit peu le champ des mesures sanitaires. Et maintenant, je vais passer la parole à vous, M. Deris. Donc, M. Deris, je vous remercie encore d'être présent avec nous ce soir. Donc, gérant de l'entreprise Anco Anti-Contrôle.
Et vous allez nous expliquer un petit peu les différentes, l'opérationnalité de ce que vient d'évoquer Madame Lise, notamment à travers le document unique et d'autres outils qui pourraient exister. C'est bien ça, Monsieur Deris? C'est bien ça, oui. Bien, je vous remercie de me donner la parole. Donc, je vais vous parler du document unique. Alors, dans le cadre de la reprise d'activité, les entrepreneurs doivent mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour la reprise des activités du fait du Covid-19. Alors, deux petites observations, c'est que la première, le Covid ne va pas disparaître le 11 mai. Il est probable que l'on en ait encore pour plusieurs mois, voire une année ou plus. Ce qui fait qu'il y a parfois des entrepreneurs qui se disent j'attends pour redémarrer. Je pense que les dispositions qu'on met en œuvre aujourd'hui ne sont pas pour un mois ou 2 mois. Ce sont des dispositions qui vont durer un certain temps. Le temps, je ne sais pas, mais c'est ce qui est certain. La deuxième chose, c'est que le risque pandémie doit maintenant être intégré dans notre organisation au même titre que le risque cyclonique ou le risque sismique, tout simplement parce que en l'espace d'une dizaine d'années, on a eu 5 départs de pandémie. Alors, il y en a 4 qui ne nous ont pas atteints. La 5e nous a atteints, mais on peut penser que dans le futur, ça va continuer à arriver. Et donc, on doit vraiment y réfléchir. Bon, alors le principe du document unique, il s'inscrit dans trois principes, si vous voulez. Alors, le document unique a été rendu obligatoire par une loi du 5 novembre 2001. Donc, toute entreprise a l'obligation d'avoir un document unique. Si jamais une entreprise a un contrôle de l'inspection du travail, il doit être en capacité de fournir ce document. Et ce document doit avoir il y a 3 grands principes. Le premier principe, c'est que l'entreprise doit avoir étudié l'ensemble des risques auxquels sont confrontés son personnel. Une fois qu'il a été en capacité de définir ces risques, eh bien, il doit mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action, de façon à ce que, en face de chaque risque, il a étudié comment il gère ce risque au sein de son entreprise. Et il est plus que conseillé de mettre également en place ce qu'on appelle un plan de continuité de l'activité, parce que si jamais, on doit se préoccuper de savoir comment l'entreprise est résiliente, si vous voulez, vis-à-vis des risques, et résiliente vis-à-vis du risque pandémie. Je crois que ça devient très important. Alors, je vous ai donné dans ces slides quelques pistes. Alors, d'abord, sur les risques. Donc, vous avez des risques internes au sein de l'entreprise, vous avez des risques externes qui sont en dehors de l'entreprise, vous avez des risques induits et vous avez également des risques administratifs. Alors, d'abord, les risques internes au sein de l'entreprise. Eh bien, les salariés peuvent être exposés au Covid du fait d'un membre du personnel infecté, du fait de la venue de clients, du fait de la venue de prestataires, du fait de l'exposition lors de lavage, du fait de manque des EPI, du fait des lieux sociaux comme les cantines, les toilettes, du fait de l'absence d'information et du fait de l'absence de formation, et je dirais, etc. Donc, je veux dire, l'entreprise, voilà quelques pistes qu'on va retrouver à peu près dans toutes les entreprises, mais il y en a encore d'autres. Donc, il faut réfléchir un petit peu à l'ensemble des risques internes. Vous avez maintenant des risques externes. Donc, ces risques externes sont l'exposition du fait de la rencontre des membres d'autres entreprises infectées. Alors, ce point est ce qu'on appelle la coactivité, et c'est des choses que vous allez rencontrer sur des chantiers. Et donc, c'est pour ça que sur les chantiers, eh bien, ce qu'on appelle le coordonnateur SPS qui gère la coactivité entre les entreprises est un membre fondamental du système, et il doit parfaitement expliquer comment on gère la coactivité. Vous pouvez également être exposé du fait que vous alliez voir un client qui est infecté. Vous pouvez être exposé parce que vous allez chez un fournisseur lors de l'achat de matériaux. Vous pouvez être exposé lors de déplacements. Donc, alors, nous, ça peut être des déplacements dans les autobus, mais ça peut être aussi des déplacements parce qu'on va en Guadeloupe en avion ou qu'on va en bateau ou autre. Donc, vraiment, ou encore parce que vous êtes allé dans des hôtels.
Donc, il y a tout un volet important dans ce domaine. Et puis, évidemment, dans la sphère privée, c'est-à-dire que au sein des familles des salariés, ils peuvent être infectés. Ensuite, vous avez des risques induits. Alors, les risques induits, ça peut venir du manque de personnel. Vous n'avez pas assez de personnel, donc vous êtes obligé d'envoyer des gens dans des conditions qui ne sont pas les conditions dans lesquelles ils devraient normalement fonctionner, ce qui peut amener un danger qui va les infecter. Vous pouvez aussi avoir des manques de collaborateurs compétents, donc possédant des habilitations spécifiques. Donc vous avez des gens qui ont des CACES, par exemple. Vous n'avez pas la personne qui a le CACES, vous allez peut-être demander à quelqu'un d'autre de conduire l'engin à sa place, ce qui provoque un risque induit. Alors, ça ne sera pas un risque d'infection au Covid, mais ça sera un risque induit du fait du Covid qui va faire que la personne va peut-être faire une fausse manœuvre et abîmer le matériel et se blesser. Voilà. Bon, ça peut être aussi des problèmes du fait de manque de matériel. Donc tous ces points, et je veux dire, il peut y en avoir d'autres, donc tous ces points sont des points qui sont liés à des risques induits. Le quatrième risque, ce sont les risques... pardon, je continue, je n'ai pas fini avec les risques induits. Oui, excusez-moi. Donc, toujours avec les risques induits, vous avez donc les risques chimiques, parce que du fait du Covid, on peut être amené à nettoyer plus fréquemment les locaux, ce qui peut provoquer, du fait de ces produits d'entretien qui sont souvent des produits dangereux, une surexposition aux risques chimiques. Ça peut être aussi des risques biologiques du fait de l'utilisation de désinfections systématiques d'envergure, qui peuvent participer au développement d'agents biologiques résistants. Ça peut être aussi des problèmes liés à des risques psychosociaux. Le fait de manquer de personnel peut amener à des réductions de collectifs de travail, à des personnes qui sont en état d'isolement, etc. Vous pouvez avoir des risques mécaniques qui sont relatifs au redémarrage d'installation après un arrêt prolongé. Donc, si on ne fait pas attention à ce redémarrage, on peut avoir des problèmes qui peuvent amener également à baisser du personnel. Enfin, des situations de travail à risque, les exigences de distanciation sociale peuvent amener les salariés à se retrouver en situation de travailleurs isolés. Alors, vous avez également un risque administratif. Alors, le risque administratif qui n'est peut-être pas forcément évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez sur un chantier, il y a absolument quelque chose de très important, c'est qu'il y a le plan général de coordination qui est donc réalisé par le coordinateur SPS. Donc, comme vous voyez, je vous disais tout à l'heure l'importance du coordinateur SPS. Et ce plan général de coordination, s'il n'a pas été modifié du fait du Covid, eh bien, moi, je ne vous donnerai qu'un seul conseil, c'est de refuser de rentrer sur le chantier. Enfin, il y a deux solutions. Soit vous ne rentrez pas sur le chantier, soit vous rentrez sur le chantier dans des conditions où vous êtes absolument seul à intervenir. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans des principes de coactivité si ce PGC n'a pas été modifié. De même, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez gérer donc des PPSPS. Et ces PPSPS, vous devez les avoir modifiés en fonction du Covid pour pouvoir intervenir. En fait, évidemment, si vous n'avez pas de DU ou si vous n'avez pas modifié votre règlement intérieur ou si vous n'avez pas modifié votre document unique, vous faites courir à l'ensemble de vos salariés un risque sérieux et à vous-même, puisque en cas de contrôle, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, tout ça vous permet de comprendre qu'une fois que vous avez précisé l'ensemble des risques auxquels vous êtes confrontés, alors les risques que je vous ai donnés ne sont pas exhaustifs, il peut y en avoir d'autres, mais il faut donc, en face de chaque risque identifié, vous devez mettre en place un plan d'action et des mesures de précaution. Donc, ce plan d'action et ces mesures de précaution doivent être donc déclinés au sein du document unique
et en expliquant, ben voilà, pour tel risque, voilà les décisions que j'ai prises, voilà les choses que je mets en place. On vous en a proposé quelques-unes. Il faut que tout ça soit écrit. Deuxième chose, il faut prévoir un plan de continuité de l'activité. Alors, c'est une chose qui n'est pas encore très dans les mœurs, mais je dirais que le plan de continuité de l'activité face au risque est extrêmement important. Il est important vis-à-vis du cyclone, vis-à-vis du séisme, et il est important vis-à-vis de la pandémie. Et je dirais même que si on fait des analyses précises et sérieuses de son activité, la mise en place d'un plan de continuité de l'activité peut entraîner des changements d'activité ou des changements de façon de procéder. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ce qu'il faut que vous compreniez également, c'est que aujourd'hui, personne n'était préparé, l'État n'était pas préparé, nous n'étions pas préparés. Donc, bon, l'État a mis en place tout un tas d'actions pour faire en sorte que les entreprises s'en sortent. Demain, il pourrait très bien estimer que vous auriez dû mettre en place un plan de continuité de l'activité et que si vous n'êtes pas en capacité d'être résilient à la future pandémie qui arrive, eh bien, c'est un peu de votre faute. Voilà. Alors, quelques exemples pour vous montrer comment on peut faire donc, des plans d'action et des mesures de précaution. Donc, vous voyez que, par exemple, vous avez un risque, par exemple, exposition de compagnons au Covid-19, vous avez en face des plans d'action, donc mettre en œuvre des gestes barrières, se laver les mains, prévoir des lingettes, éviter les contacts physiques, fournir des masques, nettoyer régulièrement les surfaces, tousser dans son coude, prévenir les autres acteurs du chantier. Donc, j'en ai pris 2 ou 3 exemples. Le deuxième, eh bien, s'il manque des collaborateurs compétents, eh bien, le plan d'action, ça peut être remplacé par un autre collaborateur possédant ses habilitations ou modifier le mode opératoire des tâches, etc. Et les mesures de précaution, identifier toutes les opérations nécessitant des habilitations sur un chantier, identifier les collaborateurs avec des habilitations ou les compétences et s'assurer de leur disponibilité. Autre cas encore, il vous manque des EPI obligatoires sur le chantier, comme des masques ou des gants, eh bien, plan d'action, ça peut être de modifier le mode opératoire, ou à défaut, annuler l'opération et la replanifier à la réception des équipements obligatoires. Et les mesures de précaution, anticiper l'approvisionnement des EPI obligatoires dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, respecter les règles du fabricant concernant la réalisation des EPI et d'autres collaborateurs, etc. Bon, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vous ai… donc, je reviens… Enfin, j'insiste sur le plan de continuité d'activité parce que c'est un point qui est extrêmement important et qui concerne donc aussi bien le cyclone que l'incendie, que le séisme, que la pandémie. On doit toujours se poser ces questions-là. Face à ces risques-là, quelles sont les possibilités pour mon entreprise de continuer à vivre, hein? Et j'ai une pandémie. Qu'est-ce que je vais faire pour que la société continue à vivre, de façon à ce que vous ne soyez plus pris au dépourvu comme aujourd'hui, que vous ayez déjà anticipé les actions à mettre en œuvre et que vous ayez modifié ce qui a modifié pour que votre entreprise soit en capacité de continuer à vivre. Alors donc, le document unique, eh bien, il faut intégrer tout cela dans le document unique. Il faut que tout cela soit réalisé en concertation avec les instances représentatives du personnel, oui, ainsi que le service de santé. On va revenir dessus avec Madame Martin tout à l'heure. Voilà. Alors, parce que c'est très important que l'ensemble du personnel adhère à cette démarche. Il doit être largement diffusé au personnel afin que chacun en connaisse les moindres détails. On peut être amené à nommer un responsable Covid et on peut également être amené à former tout ou partie du personnel à ces méthodes. Donc, je pense qu'on va délivrer, on va parler un petit peu plus de ça avec l'inspection du travail. Et puis, je vous montre, enfin bon, ça c'est personnel, comment j'ai organisé donc mon plan de prévention. Et vous voyez que dans le plan de prévention, dans le document unique, excusez-moi, dans le document unique, pour pouvoir être en capacité de bien gérer son document unique, en fait, il faut répondre à 5 questions qui sont quoi,
comment, qui, où et quand. Et quand vous avez répondu à ces 5 questions, en principe, vous avez un document unique qui fonctionne bien parce que vous savez qui doit faire quoi, vous savez où il doit le faire, vous savez quand il doit le faire, et si vous avez un document qui est associé, vous connaissez le document. Et je rajouterais que si, une fois que vous avez mis ça en place, eh bien, si vous faites un tri sur le qui, c'est-à-dire par exemple le chef d'agence, eh bien, vous êtes capable de sortir immédiatement la fiche de poste vis-à-vis du problème du Covid de l'intéressé. Donc, la fiche de poste du chef d'agence, la fiche de poste des secrétaires, la fiche de poste des agents, des employés, etc. Voilà. Alors, j'en ai fini. Simplement, vous avez donc quelques documents qui peuvent vous aider. Donc, on vous en a déjà un peu parlé. Il y a le guide de préconisation Covid-19 de l'OPP-BTP qui est quand même pas mal bien fait. Et je vous invite vraiment à aller le chercher. Je pense qu'il est sur le site de la Chambre de commerce. Donc, on vous a parlé des fiches métiers du ministère du Travail. Donc, le ministère du Travail a sorti des fiches métiers un petit peu pour chaque type de métier, et donc pour le bâtiment également, mais aussi il en a sorti pour les architectes, pour les bureaux d'études, pour les bureaux de contrôle, etc. Donc, tout le monde peut en trouver. Et enfin, il y a aussi un document qui s'appelle Covid-19, aide à la mise à jour du document unique qui peut être intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Derys. C'était très clair. J'invite tous les chefs d'entreprise qui écoutent à poser des questions sur le fil de discussion. Mais d'ores et déjà, je retiens certaines notions que vous avez évoquées sur ce document unique qui doit vraiment être mis à jour et que le chef d'entreprise doit prendre le temps de revoir, notamment dans cette crise sanitaire. Je retiens aussi la notion de résilience que vous évoquez avec ce plan de continuité d'activité qui est très important. Et du coup, la transition est toute faite pour Monsieur RT. Monsieur RT de la CGSS, je vous remercie d'être présent ce soir. Monsieur RT, peut-être juste une question par rapport à ce qu'a évoqué Monsieur Derys sur les changements que va devoir prendre en compte l'entreprise, plus spécifiquement l'entreprise du BTP, parce que, comme l'a évoqué Monsieur Derys, il y a de la coactivité entre les entreprises. Est-ce qu'il existe des mesures que la CGSS propose pour permettre aux entreprises d'éventuellement financer des dispositions des dispositions particulières que pourrait mettre en œuvre l'entreprise du BTP liées à ces risques-là? Monsieur Berthet, Monsieur RT, est-ce que vous êtes là? Ah, il faut que vous puissiez désactiver votre micro. Super. OK. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Donc, en fait, pour faire un petit peu la continuité des propos de M. Derys, en effet, nous sommes là, en fait, direction des risques professionnels, pour accompagner les entreprises. Et à cet effet, pendant cette pandémie qu'on n'a jamais connue auparavant, certaines entreprises seront amenées à mettre en place un certain nombre de mesures, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou humaines, pour prévenir le risque Covid. Dans cette optique-là, le service prévention dispose d'outils d'accompagnement, de dispositifs d'accompagnement financier qui peuvent venir en aide aux entreprises, aussi bien sur la partie mise à jour du document unique et rédaction donc des fiches de poste propres à cette prévention du Covid, comme on a parlé, M. Derys. Vraiment mettre une mise à jour, mais vraiment spéciale, risque sanitaire, pandémie, et également pouvoir aider à financer les équipements éventuellement, ou les formations, les équipements qui auraient été mis en place pour prévenir ce risque. Dans le cas d'une entreprise de BTP, ça peut aller de cloisons, ça peut aller d'équipements sanitaires supplémentaires allant sur des chantiers, ça peut aller à des kits de désinfection, de nettoyage. Voilà. C'est vrai que pour le moment, la liste n'est pas exhaustive parce que le risque sanitaire, à la base, il n'est pas nouveau sur un chantier. Un chantier, il y a des règles édictées par le Code du travail pour la mise en place
de tout ce qui est lié à l'hygiène sanitaire sur les opérations de construction. Donc, ce n'était pas nouveau. Cependant, il y a une dominante qui est aujourd'hui la dominante de la responsabilité vraiment plus individuelle de l'employeur qui vraiment la ressort et qui poussera certains éventuellement à mettre en place des mesures complémentaires. Puisque, comme il va être rappelé peut-être tout à l'heure, la sécurité des salariés est du ressort de l'employeur principalement. Donc, nous avons une aide financière que vous pouvez consulter sur le site de risque professionnel de la CGSS. Donc, vous tapez risque professionnel Martinique CGSS, vous allez trouver. Cette aide s'appelle l'aide Prév Plus. Et elle peut intervenir sur les 3 volets qui vont de la modification, la mise à jour du document unique et également sur une aide sur tous les aménagements qui ont pu être mis en place. Je prends un exemple, éventuellement, quand vous avez des équipes mobiles qui ont des véhicules, vous pouvez décider éventuellement soit de cloisonner ou de mettre en place des kits sanitaires qui se fixent dans les véhicules utilitaires. Ceci est fait, je crois, par des fournisseurs locaux. Ça existait bien avant le Covid pour toutes les entreprises qui ont des chantiers vraiment éparpillés un peu partout, quoi. Donc, ça peut faire l'objet d'une demande et tout plein d'autres solutions qui existent. Voilà. Merci beaucoup. Je retiens que cette subvention, enfin cette aide qui s'appelle Prév Plus, elle est accessible sur le site de la CGSS. C'est un document téléchargeable que l'entreprise remplit et renvoie à la CGSS? Exactement. Voilà, ça prend la forme d'une réservation. Ça permet à l'entreprise de nous contacter directement via cette réservation. Et après, nous avons tout un processus mis en place administratif. Je vous rassure, ce n'est pas la direction des risques professionnels fonctionne, on va dire, comme une boîte à services directement axée entreprise. Ce n'est pas l'image c'est une image CGSS qui est différente de celle que le public connaît. D'accord. Et je crois que vous avez raison de le préciser parce que c'était ma prochaine question concernant les délais. Donc, effectivement, donc là, c'est une boîte et c'est traité directement par la direction des risques professionnels dans une instruction particulière. Voilà, c'est traité donc, par la direction des risques professionnels, par du personnel dédié et motivé également par les contrôleurs nous-mêmes. Donc, quand ces demandes arrivent, vous avez tout de suite un courrier de réponse. Vous n'êtes pas dans une démarche, ce ne sont pas des demandes qui restent dans les tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi. Vous comprenez? Vous aurez toujours un référent, que ce soit le contrôleur de secteur ou bien le référent administratif, qui est une personne qui suit relativement bien ces dossiers. D'accord, parfait. Merci beaucoup. C'était très clair, Monsieur RT. Je vous remercie et je vous remercie encore d'être présent ce soir. Je vous propose qu'on continue. Encore une fois, j'invite les chefs d'entreprise à ne pas hésiter à poser des questions sur le fil de discussion. Profiter de la présence de nos intervenants experts. Je crois que ce soir, on a vraiment la chance d'avoir des intervenants qui maîtrisent vraiment bien leur sujet. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous, chefs d'entreprise. Dernier point, concernant, on l'a évoqué avec vous, Monsieur Derris, avec vous, Madame Lise, sur l'aspect social, l'aspect protection des salariés. Madame Véronique Martine, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes de la DIECT, de la direction du pôle T, peut-être que vous en direz plus dans un instant. Qu'est-ce qu'il en est, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point, sur l'aspect droit social pour les salariés et comment le chef d'entreprise du BTP, quelles sont les mesures qu'il doit mettre en place à ce niveau-là, au niveau notamment pour s'assurer qu'il respecte au mieux le droit social? Bonsoir à tous. Donc, je suis Véronique Martine, je suis directrice adjointe de la DIECT et responsable du pôle travail, c'est-à-dire le service qui gère l'inspection du travail, le service de contrôle de lutte contre le travail illégal et les fraudes, et puis tous les autres services donc associés, la main-d'œuvre étrangère, les ruptures conventionnelles et surtout le service de renseignement en droit du travail. Donc, la crise du Covid-19 a définitivement abattu les cloisons entre la partie santé, donc qui relève du ministère de la Santé, donc santé publique,
et la santé au travail, puisque mon champ est celui de la santé au travail, mais Covid-19 oblige, nous devons adapter les règles du Code du travail à celles de cette pandémie pour apporter des réponses. Donc, ce qui importe pour les entreprises, effectivement, ça a déjà été dit, c'est de mettre en œuvre une démarche de prévention donc, qui soit effective, qui passe par toutes les démarches donc, qui ont été précisées, notamment l'évaluation des risques, le document unique, de manière à ce que les salariés donc, puissent reprendre le travail ou poursuivre le travail donc, en sécurité. Alors, la culture, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une culture de prévention qui est indispensable. Il ne s'agit pas de mettre en place des obligations, mais d'avoir une culture de prévention déjà au sein de l'entreprise de manière à respecter toutes les dispositions du Code du travail, donc qui visent à réduire les risques ou les supprimer. Ce qui convient, ce qui permet d'aboutir donc à l'élaboration donc de documents à partir desquels on va s'appuyer. Donc, c'est notamment le plan national de déconfinement, c'est le protocole de protection donc de l'OPP-BTP, donc de la branche, donc qui va dans le détail de cette activité, de ce secteur d'activité. Alors, nous avons d'abord des dispositions générales, puisque l'arrivée de ce risque Covid-19 impose de respecter les dispositions de l'article L4121.1 du Code du travail, mais également le 2 et le 3, qui sont le socle de la sécurité dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'évaluer, une obligation d'analyser et aux risques qui ont déjà été identifiés, on va ajouter les risques d'exposition au Covid-19. Donc, on va surtout éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Et c'est pour cela donc, que nous avons toutes ces démarches qui se mettent en œuvre. Et lorsqu'on a procédé à cette évaluation, donc il y a un principe premier qui est de mettre en place des protections collectives. Il faut donner aux protections collectives la priorité sur les EPI et la protection individuelle. Donc, dans le secteur du bâtiment, justement, on connaît ce principe des protections collectives. C'est l'échafaudage, c'est des choses qui vont protéger plusieurs salariés avant de penser à mettre un harnais. Donc, voilà. Donc, selon les situations, donc, on va d'abord penser protection collective. Et c'est pour cela que pour le risque Covid, on sera dans la même configuration, puisque très souvent, on parle de masque, comme s'il suffisait d'avoir un masque pour reprendre le travail. Non, ce n'est pas la réponse unique. Le masque qui viendra après, lorsqu'on aura analysé les risques, qu'on aura défini les modes de travail et que des salariés ne pourront pas respecter la règle de distanciation qui est physique maintenant, qui n'est plus sociale, qui est physique, de 1 mètre, parce qu'ils sont amenés à soulever une charge en la portant à 2. Donc là, effectivement, on va identifier ces tâches et dans ce cadre-là, on va indiquer pour quelles tâches et dans quel cas les salariés auront comme équipement de protection individuelle un masque ou des gants ou tout autre dispositif. Alors, je l'ai rappelé aussi que le document unique ne sert pas qu'à remplir une obligation en disant, voilà, j'ai fait mon obligation, j'ai mon document unique et je le range dans un tiroir. Non, le document unique, une fois qu'il est élaboré, il sert au quotidien. Tous les chefs de chantier doivent l'avoir, puisque par définition, une entreprise du bâtiment a différents lieux de travail, de manière à mettre en pratique. Et l'employeur a cette obligation de s'assurer que les mesures de sécurité et les consignes de travail qu'il donne sont effectivement respectées. Elles sont effectivement mises en œuvre. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on va préconiser donc, auparavant les gestes barrières avant la mise en place d'équipements de protection individuelle. Et puis, donc, une fois qu'on a vérifié, qu'on a mis en œuvre toutes ces dispositions générales du Code du travail, donc on va s'attacher donc aux dispositions spécifiques
donc dans le cadre du métier. Et c'est vrai qu'un chantier du bâtiment nécessite de prendre en compte toutes les contraintes inhérentes à l'activité de chaque entreprise, mais également à la coactivité qui sera générée par différents types d'intervenants sur le chantier dans la chaîne de construction du bâtiment. Et donc, on aura une phase juridique, on va dire, tout ce qui est contractualisation, etc. Et puis, une phase organisationnelle et sanitaire du chantier. Alors, sur la phase protection, santé, sécurité des salariés, ce qui est souvent difficile à mettre en œuvre sur un chantier, c'est notamment, alors, sur les questions métiers, donc ça, généralement, c'est bien respecté, ou en tout cas, on sait ce qu'on doit faire, même si on ne le fait pas. En revanche, sur les règles sanitaires, il y a souvent, on va dire, des carences à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles d'hygiène à respecter et de santé, et ou en vue de la santé. Ça veut dire qu'il y a des équipements sanitaires qui sont obligatoires. Des WC, des vestiaires, des douches, et en nombre suffisant surtout. Donc, ces installations sont source de risque d'atteinte au Covid, en ce sens où ce sont des espaces exigus où plusieurs salariés vont se trouver en même temps. Donc là, très clairement, l'employeur devra mettre en place l'organisation pour qu'il y ait un roulement pour y accéder, déterminer le nombre de personnes qu'il y aura en même temps, donc vérifier les conditions de nettoyage. C'est toute une préparation en amont qui doit nécessairement être mise en œuvre. Et puis, on a aussi la partie réfectoire, puisque les salariés prennent le repas, ils ont des temps de pause, donc il faut également aménager, et des espaces qu'il faut aménager avec des circuits de circulation, etc. Et puis, il y a des déchets, donc il faut veiller au traitement des déchets qui seront produits. Et puis, il y a un point essentiel aussi dans le cadre du Covid, c'est celle de la nécessité d'avoir des points d'eau, puisqu'un chantier, par définition, peut être un espace très étendu. Et du coup, les points d'eau sont importants, puisque, je le rappelle, il faut privilégier le lavage des mains avec le savon et le séchage avec des produits jetables, de manière à éviter la propagation du virus. Ensuite, sur un chantier, on a différents intervenants. Donc, on a le maître d'ouvrage, bien entendu. Donc, il y a l'obligation de mettre en place un PGC, un plan général de coordination, qui sera élaboré par un coordonnateur SPS. C'est la coordination de la sécurité et de la protection de la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Donc ça, c'est les chantiers d'une certaine taille qui vont avoir un coordonnateur SPS. Sur les plus petits chantiers, donc ce sera d'autres dispositions. Mais en tout cas, ce coordonnateur, il doit avoir les moyens donc, de modifier le PGC, que les entreprises modifient aussi leur PPSPS, leur plan particulier de protection, et chaque entreprise en a un, pour y intégrer le risque Covid. On a des documents donc, qui sont mis à jour, il y a des réunions de chantier donc, auxquelles le coordonnateur doit nécessairement être invité. Et puis, on a tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, puisque la maîtrise d'ouvrage intervient également sur le chantier pour différents constats, vérifications et l'organisation du chantier. Donc, vous voyez bien que c'est tout un ensemble qui se met en place et toute la chaîne doit fonctionner et toute la chaîne doit être solidaire pour que le chantier puisse travailler dans de bonnes conditions de santé et de sécurité en intégrant la coactivité et en traitant le risque Covid-19. Alors, bien entendu, les fiches conseils de l'OPP-BTP, on l'a déjà dit, sont des éléments essentiels de cette mise en œuvre pour permettre aux entreprises d'organiser. Donc, ça va être de réduire le nombre de personnes qui interviennent dans un domaine, faire des équipes, etc. Donc, toutes les solutions doivent être recherchées. Il est très clair que sur ces activités, c'est très complexe, mais il faut chercher des solutions. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que chaque entreprise doit évaluer sa capacité à intervenir
en fonction des risques auxquels son personnel va être confronté. Et à ce titre-là, il est important de rappeler la responsabilité de chacune de ces parties prenantes sur le chantier. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a des petits chantiers où on aura plutôt un plan de prévention et le donneur d'ordre aura assigné, pareil, un plan avec chaque entreprise qui intervient. Et là, on n'aura pas de coordonnateur CSPS, mais on aura un référent sécurité, on aura un référent COVID-19, il faut qu'il y en ait dans toutes les entreprises, et puis vous avez des IPRP, des intervenants en prévention des risques professionnels, donc ils sont agréés par la DIECT et qui figurent sur une liste qui est sur le site internet de la DIECT. Donc, c'est un petit peu l'équivalent des coordonnateurs, donc ils interviennent, ils connaissent la matière santé-sécurité et ils savent comment accompagner les entreprises pour intervenir dans les règles et surtout ramener ses salariés pour qu'ils travaillent en sécurité. Donc, on le voit bien, l'employeur n'est pas seul. Il y a différents intervenants pour l'accompagner à mettre en place donc, le mode opératoire donc, qui va permettre de travailler en sécurité. Et puis, une fois que toute cette préparation en amont a été bien pensée et optimale, on peut travailler, mais il y a une étape qu'on oublie très souvent, donc c'est celle de l'information, donc des salariés sur le document unique, sur les conseils qui sont préconisés. Je rappelle, ce n'est pas le salarié qui décide comment il va travailler, etc., quand est-ce qu'il met ses chaussures de sécurité, c'est l'employeur qui dit comment on travaille et le salarié, il s'exécute. Et le Code du travail a un seul article, on va dire, dans lequel on peut sanctionner un salarié, c'est celui qui dit que le salarié, il doit aussi prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues en conformité avec les dispositions que l'employeur aura édictées dans son entreprise. Alors, ce maillon qui est généralement un petit peu délaissé, c'est celui du dialogue social. Le dialogue social est essentiel pour la réussite donc, des conditions de travail et de sa mise en œuvre, et notamment le comité social et économique lorsqu'il existe. Donc, le CSE doit être informé, je le rappelle, informé et consulté lorsque des modifications importantes interviennent dans les conditions de travail et touchent à la santé et à la sécurité des salariés parce que les règles de travail sont modifiées. Et c'est le cas avec le Covid-19, ce qui veut dire que cette étape, elle est indispensable parce on est en train de on ne vous entend pas très bien, Madame Martine. Juste, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une modification… Présenter à la mise en œuvre, parce qu'il a travaillé… Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Madame Martine. Quand on fait, donc si je comprends bien, quand l'entreprise fait une modification sur son document unique, elle doit consulter, elle doit prendre le temps, c'est une étape qui est souvent occultée, prendre le temps de consulter les IRP. Donc, peu importe si effectivement il y a un CES, mais ça peut être également délégué du personnel, etc., pour la transmission des informations concernant ce que vous disiez, les gestes à faire dans l'entreprise. C'est bien ça? Oui, alors c'est l'article L23-12-8 du Code du travail qui prévoit dans tous les cas, hein, même hors Covid, hein, c'est une disposition qui a toujours existé, que lorsqu'il y a une modification importante au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu de consulter le CSE de manière à lui présenter ces modifications et les représentants du personnel eux-mêmes peuvent être source de propositions ou de demandes d'adaptation pour faire le lien entre l'employeur et les salariés et permettre que les choses se passent au mieux pour l'employeur. Donc, c'est pour cette raison que cette étape est importante et qu'il ne faut pas la rater. Et j'espère que ça ne se produira pas, mais je n'imagine pas que des employeurs demandent à leurs salariés de revenir le 11 mai et puis vous vous mettez à votre poste de travail et c'est tout. C'est pour cette raison que cette étape, elle est importante. Et les règles de consultation du CSE ont d'ailleurs été réduites justement
pour ne pas entraver cette reprise d'activité, puisque lorsque le délai de convocation est ordinairement entre 3 et 8 jours, un texte Covid, un décret Covid qui est du 5 mai, qui est très récent, l'a ramené à un délai de convocation de 2 ou 3 jours. Et pour émettre l'avis, jusqu'à présent, le Code du travail prévoit qu'il y a un délai de 2 à 3 mois, donc selon les cas, pour que le CSE se prononce. Vous pensez bien qu'en cette période, on ne peut pas attendre 2-3 mois. Donc, ce décret a ramené le délai de consultation à 12 jours. Donc, pour que le CSE émette un avis et que si le CSE n'a pas émis d'avis au bout de 12 jours, ça veut dire qu'il s'oppose à la mise en place, il émet son silence vaut refus, mais ça n'empêche pas l'employeur de poursuivre son projet et de mettre en place son organisation. Hein, je rappelle bien, une consultation, ce n'est pas un avis conforme, c'est une consultation pour avoir l'avis des représentants. Parfait. Voilà, donc je l'ai rappelé tous ces éléments et puis indiquer donc que quelle que soit la taille des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, il y a bien entendu donc les services de l'inspection du travail qui sont là, qui sont en télétravail. Donc les agents de contrôle, vous les connaissez, vous devez afficher leurs coordonnées dans vos locaux et sur les chantiers également, ce qui fait que vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail. Ils sont là dans un premier temps pour donner toutes les informations nécessaires ou compléter celles que vous avez déjà, parce que c'est vrai que l'information circule beaucoup. En tout cas, il y aura information tant des salariés que des employeurs, puisque le Code du travail prévoit que nous sommes conseils pour les deux parties. Et ce n'est qu'après que les contrôles seront initiés s'il y a lieu et si l'employeur ne met pas en œuvre les recommandations pour que les salariés travaillent en sécurité. Et on sait que ce virus a suscité beaucoup d'inquiétudes qui sont tout à fait légitimes dans la population également, et il faut le comprendre. Voilà, d'où la nécessité que le dialogue social et l'information des salariés ne soient pas négligés à la reprise du travail. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Martine. Merci, c'était très, très clair. On va prendre quelques questions, donc j'invite encore les chefs d'entreprise à poser des questions, à ne pas hésiter. Première question, peut-être du coup adressée à vous, Madame Martine. Qu'en est-il pour un salarié qui se met en droit de retrait par rapport sur un chantier? Je crois que vous avez déjà, aussi bien vous, Madame Martine, que Monsieur Derris, un peu répondu à cette question, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que le chef d'entreprise doit faire, quelles sont ses responsabilités, notamment pour un salarié qui se met en droit de retrait? Alors, la question du droit de retrait figure toujours, bien entendu, dans le Code du travail. Elle a souvent été évoquée dans le cadre de la pandémie, justement par manque d'information ou par manque de prise en compte de la nécessité d'organiser les choses au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut se dire que tout ce que les intervenants ont présenté aujourd'hui en termes d'obligations qui s'imposent aux employeurs pour permettre un retour au travail en sécurité de leurs salariés. Dès lors que tous ces éléments ont été pris en compte, toutes ces obligations sont remplies, que l'employeur à qui la sécurité sociale ou l'inspection du travail vont demander de produire son document unique ou son PPSPS, dès lors que l'employeur a établi ce document et qu'il l'a élaboré, effectivement, on peut vérifier que les consignes sont complètes ou pas, qu'elles sont conformes aux règles en vigueur ou pas. Mais à partir du moment où l'employeur a respecté toute l'obligation, le salarié ne pourrait pas se prévaloir d'un droit de retrait dès lors que tout est mis en œuvre. Maintenant, si au niveau d'un document unique, l'employeur n'a pas prévu éventuellement pour certains postes le port du masque, ça ne peut pas être un motif de droit de retrait dès lors que l'évaluation des risques ne l'a pas démontré. Vous voyez, c'est là que c'est important de tout fixer, figer dans ces documents. Il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient portés à la connaissance du personnel pour comprendre les raisons de l'organisation mise en œuvre. Et ensuite, donc, le droit de retrait, dans ce cadre-là, dans le cadre où les règles sont respectées, ne trouve plus sa justification, quand bien même c'est le juge qui pourrait déterminer de sa nature légitime ou pas.
D'accord, merci beaucoup. Une autre question plutôt adressée à vous, Monsieur Deris. Une entreprise évoque un document unique qui a été fait par un consultant extérieur, donc avant le Covid. Par rapport au point que vous avez évoqué, si cette entreprise souhaite faire cette actualisation, euh, elle n'a pas forcément la méthodologie. Est-ce que donc on doit repasser par son consultant extérieur ou est-ce que eux peuvent le faire eux-mêmes? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on reprend les points méthodologiques que vous avez évoqués tout à l'heure, les 5 points évoqués? Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que le document unique est un document éminemment personnel. Donc moi, je mets en garde les chefs d'entreprise comment dire, des consultants extérieurs qui vous disent envoyez-moi les documents, je vous fais vos documents uniques. Le document unique ne peut pas être fait à 8000 km de la Martinique, ça c'est pas possible ça. Donc c'est quelque chose qui doit être éminemment propre à l'entreprise et dans lequel à la fois le chef d'entreprise et les salariés ont participé. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être un truc en l'air. Donc, moi, la réponse, c'est oui. Je pense qu'il faut que ce soit le chef d'entreprise qui reprenne la main. Maintenant, qu'il se fasse aider par des spécialistes de la question, pourquoi pas, mais ça sous-entend que ce spécialiste, il est venu dans l'entreprise, il a examiné comment ça fonctionne, il a étudié les risques, etc. Ça ne peut pas être fait d'un bureau parisien ou autre. D'accord, complètement d'accord. Et dans le même ordre de questions, cette entreprise, on pose la question sur les risques que vous avez cités. Est-ce que sur chaque risque, on doit évaluer la probabilité et la gravité? Je crois que c'est Madame Martine qui évoquait ces points-là, ou c'est Madame Lee, je crois, vous évoquez la probabilité et la gravité d'un risque. Est-ce que donc, dans le document unique et sur les risques que vous avez cités, on doit évaluer ces 2 points-là, la probabilité et la gravité? Oui, il faut effectivement évaluer la probabilité et la gravité pour savoir si le risque existe ou n'existe pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de documents qui vous donnent une série de risques. Je pense qu'il est quand même important de regarder un petit peu l'ensemble de ces risques potentiels et d'en évaluer effectivement la survenue ou pas pour l'entreprise. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez avoir un risque de vibration, vous pouvez avoir des risques de bruit. Bon, c'est important de se poser la question, ce risque existe, ce risque n'existe pas, il est probable, il est probable et grave ou pas. Donc ça, oui, à mon avis, c'est important. Okay, merci beaucoup. Une question pour vous, Monsieur RT, sur les conditions de cette subvention, notamment une question sur la régularité fiscale et sociale pour être éligible à cette aide. Est-ce qu'il faut être à jour de ses cotisations sociales et fiscales pour bénéficier de PREV+? Oui, Monsieur RT. Ah, oui, c'est pas effectivement pour le micro. Je ne sais pas si je peux activer, moi. Normalement, vous avez une petite icône en haut. Ok, c'est bon. Voilà, merci. Oui, en fait, tous nos dispositifs sont assujettis à une régularité fiscale et sociale. Non, sociale, pas fiscale, mais sociale, c'est-à-dire que l'entreprise soit à jour du paiement de ses cotisations. Bon, on fait une vérification. Alors, des fois, il y a des entreprises qui ont des moratoires ou certaines qui ont, on va dire, un dépôt, mais pas très important. Donc, à ce moment-là, on juge nous-mêmes. Mais la base même de l'éligibilité à nos dispositifs, c'est quand même que l'entreprise soit à jour de ses cotisations. Donc, les autres conditions, c'est également qu'elle ait fait son document unique et que ses salariés, que l'entreprise adhère à la médecine du travail. On ne pouvait pas, en fait, nos dispositifs sont accolés à des obligations réglementaires tout à fait logiques, quoi, pour ne pas, entre guillemets, soutirer l'entreprise. D'accord, parfait. Nous arrivons au terme de notre délai imparti. J'invite les chefs d'entreprise à continuer à poser vos questions. Je tiens à remercier chacun de nos intervenants ce soir pour votre pédagogie. C'était très clair. Je retiens qu'il faut évaluer les risques,
mettre à jour ce document unique, préparer la reprise d'activité, organiser cette reprise en respectant les consignes de sécurité et en nommant un référent Covid. Donc voilà, toutes ces mesures, je vous remercie de les avoir explicitées. Je vous propose qu'on fasse un dernier tour de table, si je puis exprimer comme ça, pour clôturer ce webinaire. Et d'ores et déjà, je tiens à vous remercier chacun d'entre vous. Madame Lee, je commence par vous. Isabelle, un petit mot de clôture. Oui, donc je remercie de nouveau les participants. Et puis, ce que je peux dire, c'est que dans ce secteur, plus que dans tout autre, c'est vraiment l'organisation qui est la clé pour réussir avec plein succès cette reprise. Merci beaucoup Isabelle. Excusez-moi Madame Martine, je suis l'ordre. Alors Monsieur Deris, un dernier mot pour la fin. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais rajouter dans la liste des acteurs, je crois qu'il y a un acteur qu'on n'a pas cité, qui est quand même très important, c'est la médecine du travail, qui peut intervenir également de façon très importante dans le domaine. Il faut savoir que, en particulier, si jamais vous avez des inquiétudes, le chef d'entreprise peut donc interroger la médecine du travail, qui peut lui donner un grand coup de main dans le domaine justement des maladies Covid. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Deris. Monsieur RT, un dernier petit mot. Merci déjà pour l'invitation. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, comme l'a dit Madame Lise, le maître mot, c'est l'organisation et ça s'improvise pas. Ce que je pourrais dire à toutes les entreprises, gens qui interviennent, c'est que la culture sécurité, c'est quelque chose qui se met en place dans l'entreprise par toutes ces actions et qui commence bien sûr par l'évaluation des risques. C'est le démarrage, comme l'a dit Mme Martine. Elle a parlé également de culture sécurité et les retours de chantier que j'ai déjà montrent et prouvent que les entreprises qui ont bâti cette culture sécurité au fil des années, tout ne vient pas d'un coup de baguette magique, ça prend du temps des fois, sont beaucoup plus réactives à nos messages, aux messages de l'inspection du travail, et on a moins de difficultés à prendre à bras le corps, même le Covid, j'ai envie de dire. Des personnes qui, rapidement, sont à même d'aller rechercher des informations sur la prévention des risques, sur les normes, sur leurs obligations, et même n'ont pas d'hésitation à venir vers nous, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit les IPRP, M. Deris ou la CGSS. Donc, j'incite vraiment les entreprises à prendre à bras le corps, quelle que soit leur taille, les questions de sécurité. Et un nouveau message également, parce que c'est dans l'air du temps, c'est que aussi bien la sécurité, c'est leur obligation en tant que chef d'entreprise, une obligation réglementaire, c'est également un formidable levier également de performance. Et on va en parler de plus en plus, quoi. On va parler beaucoup maintenant de sécurité, de qualité et de performance. Donc, je pense que la CCI va s'en charger également dans les jours à venir, mais j'incite les entreprises, voilà, à faire de la sécurité pas comme une obligation, comme elle l'a dit Mme Martine, ce n'est pas une obligation, c'est presque un devoir, un respect de vos salariés également pour vous, une façon d'être dans les clous, quoi, et d'avoir une entreprise qui jouit d'une bonne image, tant en termes de production, de qualité et de sécurité. Et je crois que c'est un élément très important. Merci beaucoup, Monsieur RT. Madame Martine, un dernier mot pour la fin? Oui, un dernier mot pour souhaiter pleine réussite à tout un chacun, d'appliquer, d'utiliser véritablement tous les outils qui ont été mis à la disposition des uns et des autres. Ils existent, les choses ont été pensées. Et puis, un message que j'ai envie de faire passer, c'est vrai que le secteur du BTP, donc comme d'autres, est un secteur où la résistance au changement existe véritablement. Et je crois qu'avec cette pandémie que nous avons connue, il y a véritablement un avant et un après, et qu'il y a lieu véritablement de se dire qu'il faut travailler autrement. Donc, il faut apprendre à intégrer davantage les règles de sécurité, même si elles sont contraignantes, c'est ce que les gens disent toujours, c'est contraignant, etc. De mettre, j'ai enlevé de la protection, je ne vais pas passer mon temps à l'enlever et la remettre. Si, en fait, il y a déjà des règles qui sont contraignantes, mais pour la sécurité des uns et des autres,
parce qu'encore une fois, le BTP est le secteur le plus accidentogène. Et à partir de là, intégrer les gestes barrières, il faut vraiment partir dans une nouvelle optique et se dire que c'est pour la protection de tous en plus, parce que quand on rentre chez soi, donc on a un cœur de protéger sa famille également. Donc voilà, donc pleine réussite à tous et n'hésitez pas donc à contacter donc les services de l'inspection du travail et de la DIECT de manière générale et du pôle T. Donc ils sont à la disposition de tout un chacun. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Martine, et merci à chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre disponibilité, de la confiance aussi que vous nous avez accordée sur ce webinaire. Donc, pour les chefs d'entreprise, vous avez encore la possibilité de poser vos questions. Nous prendrons le temps d'y répondre à chacune d'entre elles. Je crois que nos intervenants ce soir ont exprimé et expliqué et donné des conseils très pratiques. Nous ne manquerons pas de mettre le lien vers les sites Internet respectifs des entreprises et également vers les différents outils qui ont été abordés. Merci encore, merci à tous les participants, les intervenants experts, merci encore de votre disponibilité et merci à vous, chefs d'entreprise. Je vous donne rendez-vous donc au prochain webinaire qui aura lieu donc ce mardi sur les dispositifs de la CTM et de l'État. Merci encore et à bientôt et merci encore à vous, chers intervenants. Merci. L'esprit gagnant, CCI Martine.